Jusqu'à 10h30, avec Francesca Isidori, relisons Virgile. Fessa soporem corpora per terras silvai quetzai vaquierant aequora cum et il goûtait épuisé le placide sommeil, les corps sur toute terre, les forêts, mais aussi de leur rage les flots se reposaient, alors qu'à mi-chemin de leur chute roulent les astres et que se tait toute chaumière, le bétail et les oiseaux de tout plumage, qu'ils habitent les lacs au loin, limpides, ou les buissons de l'âpre campagne, dans le sommeil posé sous la nuit silencieuse. S'endormaient les soucis dans les cœurs oublieux de leur peine. Une vie, une œuvre, Virgile. Mantua begenuit, calabrir apuere, tenet nunc partenope, cecini pascua, rura duces. Mantoue m'a donné la vie, la Calabre me l'a ravie, et maintenant c'est Parthénope qui m'abrite. J'ai chanté les pâturages, les campagnes, les héros. En 2 vers, résumer la vie de Virgile, son origine, Mantoue, lieu de naissance, le lieu où il est mort, la chose est certaine, il est mort à Brenne, de retour d'un voyage qu'il avait fait en Grèce avec Auguste, et il a vécu à ce qu'il appelle Parthénope. Parthénope est le nom de la nymphe protectrice de la ville de Naples. Et il a vécu à Naples, et c'est maintenant à Naples que sont les restes de Virgile. C'est ce qu'il avait prévu dans son épitaphe. Et il résume son œuvre, qui se déroule en 3 parties, comme une bonne dissertation. Les bucoliques, Pascua, les géorgiques, Rura, Duces, l'Énéide, l'histoire des héros. Et c'est ce qu'il faut, quand on présente cette épitaphe, c'est que les commentateurs pensent qu'elle a des chances d'être authentique à cause de son extraordinaire humilité. Il y a 3 mots, Pascua, Rura, Duces, en 6 syllabes. Tiens, l'œuvre de Virgile, évidemment, c'est tout à fait extraordinaire. On a ce portrait, cet homme aux grandes mains, aux grands pieds, à la toge mal ajustée, qui figure sur une mosaïque africaine. Pierre Grimal. C'est pas du tout impossible qu'il y ait une tradition. Vous savez qu'on faisait beaucoup de portraits à Rome. La sculpture, la peinture aussi, usaient beaucoup du portrait. Et dans cette mosaïque de Sousse, Virgile est assis. Il est flanqué de 2 muses. Oui. Il a un rouleau ouvert sur ses genoux et je crois même qu'on peut lire les premiers mots. Oui, on peut lire les premiers mots de l'Énéide. Oui, et alors il est flanqué de 2 muses, une de la poésie épique et l'autre, assez curieusement, qui est celle du théâtre. Effectivement, elle a dans les mains un masque de théâtre. Alors pourquoi ? Mais c'est la muse de la tragédie. Eh bien, parce qu'il y a dans l'Énéide non seulement un poème épique, mais il y a aussi un drame qui est la tragédie de Didon. Et l'Énéide est comme la synthèse de la culture antique, en rassemblant les 2 grands pôles de la poésie grecque, la tragédie et l'épopée. Il nous a résumé, mais avec une intensité extrême, tous les drames de l'âme humaine, aussi bien en face
du destin en face de notre condition mortelle. Ce portrait a des chances d'être une reproduction d'un portrait authentique. Philippe Euzet. Et ça n'est pas pour nous déplaire. Quand on aime Virgile, quand on l'a fréquenté, quand on s'interroge sur le corps qui portait un tel génie, la forme du corps qui portait un tel génie, finalement celle-là nous va assez bien. Parce que ce que je lis, moi, dans cette mosaïque, c'est, sans parler de la mise en scène, sur ce portrait-là, c'est une grande concentration et une grande modestie en même temps. C'est des qualités que tous les contemporains de Virgile lui reconnaissaient. C'était un homme qui fuyait la gloire, qui fuyait les manifestations, qui fuyait la cour, qui se mettait en face du spectacle de la beauté, après avoir eu les déboires sur sa propriété, des environnements, tout. Virgile, d'après ce que nous disent ses biographes, a vécu dans la baie de Naples. Et c'est là que les amoureux de Virgile vont encore se recueillir, puisqu'il y a le tombeau de Virgile près de Naples, tombeau dont les spécialistes contestent l'authenticité, mais qui est quand même sur un site où le culte de Virgile n'a pas cessé pendant très très longtemps. Virgile a été complètement adopté par les Napolitains. Il y a des légendes médiévales sur Virgile, un Virgile étonnant, un Virgile mage, un Virgile qui fait des prodiges, et qui ont complètement intégré d'une façon complètement à la fois païenne et parfois, il faut bien le dire, tout complètement superstitieuse, oui, le personnage, et qui font que Virgile est devenu napolitain. Et alors, il aurait vécu donc l'essentiel de sa vie dans la contemplation et dans la création. Apporte l'eau lustrale, épare les autels, brûle l'herbe odorante et les grains d'encens mâle. Pour troubler mon amant, j'agirai par magie. Je n'ai plus de recours qu'en ces enchantements. Mes charmes, ramenez mon Daphnis de la ville. Ces chants peuvent du ciel faire tomber la lune. Circé sut transformer par eux les gens d'Ulysse. Ils peuvent dans les prés rompre le froid serpent. Mes charmes, ramenez mon Daphnis de la ville. D'une triple couleur je ceins ton effigie et 3 fois la promène autour de cet autel. 3 fois. C'est que le dieu goûte le nombre impair. Mes charmes, ramenez mon Daphnis de la ville. Nouez, Amaryllis, ces couleurs de 3 nœuds. Faites vite en disant « Par Vénus, je te lie. » Mes charmes, ramenez mon Daphnis de la ville, comme fond cette cire et durcit cette argile, et par le même feu tel mon cœur pour Daphnis. Répand cette farine, enflamme ces lauriers, je brûle en les brûlant ce Daphnis qui me brûle. Mes charmes, ramenez mon Daphnis de la ville, je veux qu'il m'aime. Telle une génisse ardente courant après le mal, et par monts et par veaux succombe à la fatigue et se couche dans l'herbe, égarée, et sans voir que la nuit noire vient, qu'un tel amour le tienne, et me laisse insensible. Mes charmes, ramenez mon Daphnis de la ville, le perfide en fuyant m'a laissé, tendre gage, séarde, que je mets moi-même sur le seuil. Je te les livre, ô terre. Ils me doivent Daphnis. Mes charmes, ramenez mon Daphnis de la ville. Ces herbes, ces poisons cueillis dans la colchide, fertiles en tel produit, Moéris me les donna.
Je l'ai vu bien souvent se transformer en loup, fuir dans les bois, tirer les âmes des sépulcres et porter les moissons d'une terre dans l'autre. Mes charmes ramenaient mon Daphnis de la ville. Emporte, Amaryllis, ses cendres, jette-les dans l'eau derrière toi sans retourner la tête. J'attaque ainsi Daphnis. Mais rien ne peut sur lui. Mes charmes ramenaient mon Daphnis de la ville. Vois, comme je tardais, la cendre se fait flamme d'elle-même. L'autel brûle. Je ne sais quoi d'heureux, peut-être. Il a à notre porte à bois. Que croire? Est-ce l'amour qui fait rêver l'amante? C'est lui. Daphnis revient. Cessez, charme. Cessez. Ce poète, qui a été le fondateur spirituel de l'idéologie impériale, ce poète est présenté, si vous voulez, comme un homme de la coulisse, pas du tout un homme de premier plan. Son rôle, c'est la pensée et non pas du tout l'action. Donc, il est né en 70 avant Jésus-Christ, l'année du procès de Vérès, l'année où Cicéron attaquait Vérès et où tout le système de la République était en train de basculer. C'est le glas de l'aristocratie comme élément dirigeant unique de la cité romaine. Le Sénat est composé de gens ou bien très compromis dans des affaires, ou bien qui ne se préoccupent pas du tout de la vie politique. Et sur cette espèce de vide politique, comme toujours, se dessinent des ambitions, des gens qui veulent confisquer l'État à leur profit. C'est une pré-monarchie qui s'essaie. Alors il y a eu celui-là, qui a fini vers 80 avant Jésus-Christ, donc 10 ans avant la naissance de Virgile. Mais alors après ça, vous avez des ambitieux manqués comme Catilina, alors que Virgile avait 7 ans. Et Catilina qui ne réussit pas son coup d'État. Et il y a ensuite Pompée qui lui aussi ne va pas le réussir, mais qui ira un peu plus loin. Un peu comme si Rome prenait son élan chaque fois pour aller un peu plus loin avant de retomber. Alors Pompée, donc, qui devient, peut-être par une erreur politique, qui devient le représentant de ce Sénat qui a fait la preuve de son incapacité à gouverner véritablement ce grand empire, qui n'a pas en lui assez d'intelligence pour assumer la direction du monde connu, du monde habité. Et puis alors, il y a donc César qui, lui, avec une volonté absolument consciente, prend le pas sur le Sénat, sur ce système pourri, et qui installe une dictature qui sera mise en échec. César lui-même tué le 15 mars 44, mais le système demeure et ça, son héritage est recueilli par son petit-neveu Octavianus, Octavius devenu Octavianus, et qui sera Auguste. Alors, vous voyez donc dans quelles conditions Virgile a vécu, senti, pensé Rome. La poésie de Virgile
prend ses racines dans l'expérience vécue vraisemblablement par le poète, c'est-à-dire une période abominable, une période où il ne faisait pas bon à vivre pour les hommes. C'est la période des guerres civiles à Rome, et période terriblement meurtrière qui a divisé les familles, décimé les cités et qui a été l'occasion d'épouvantables épreuves. Il est certain que jusqu'à Axiome, qui réconcilie en quelque sorte le monde romain, vivre au 1er siècle avant Jésus-Christ n'était pas une entreprise facile. Il faut savoir que quand on fait la liste des gens qui sont morts de mort violente à cette époque, cette liste est interminable. Alors, il y a dans les bucoliques 2 poèmes, la première bucolique et la 9e, qui font allusion aux malheurs des temps vécus par Virgile. Et ces malheurs des temps ont une expression très simple, c'est que les propriétaires étaient expropriés pour que les vétérans de l'armée des généraux puissent trouver la récompense de leur service. Qu'est-ce qui est arrivé au personnage expulsé? Eh bien, il partait avec son troupeau et il allait mourir quelque part. C'était une situation dramatique. La première bucolique montre que quelqu'un qui s'appelle Tityre, un personnage, a pu garder sa terre alors que Mélibée est obligé de partir, et c'est le dialogue entre celui qui reste et celui qui part. Dialogue d'une complexité extraordinaire, c'est un des poèmes les plus difficiles qui soit étudié dans le détail. Et celui qui reste, Tityre, pour terminer le poème, lui dit ces mots. Hic tamen, anc mecum poteras requiescere noctem, fronde super viridi. Sunt nobis mitia poma, castaneae molles, et preci copia lactis, et iam summa procul villarum culmina fumant, maioresque cadunt altis de montibus umbrae. Ces 5 vers nous présentent 2 choses. D'une part, une nature morte, et d'autre part, un paysage. La nature morte est une nature morte, j'ose dire, végétarienne. Elle célèbre l'essentiel de la nourriture humaine. Parce qu'il faut bien voir que dans le contexte, ce que propose Tityre, c'est l'image du paradis. Celui que Mélibée est en train d'être obligé de quitter, violemment, avec souffrance. Ce qui reste, ce qu'il y avait, ce qui était la condition du bonheur, c'était ces humbles fruits, ces châtaignes, ces pommes, ce fromage. Ça n'est pas si fréquent dans l'art antique. Et le deuxième prix de ces vers, qui est esquissé in fine, c'est un paysage. Alors celui-là est tout à fait extraordinaire parce que c'est, je crois, dans la littérature, une des premières fois où l'on voit suggérer la beauté du soir. La beauté du soir qui descend sur une humble vallée. Nous connaissons depuis Homère la splendeur de l'aurore aux doigts de rose, mais la découverte qu'il y a une beauté merveilleuse dans l'ombre qui envahit le paysage, et ce qui est superbement rendu par le comparatif maioresque cadunt, et les ombres tombent plus grandes, ne cessent de s'allonger sur le village, tandis que les paysans rentrés ont allumé leur cheminée et qu'on voit la fumée qui sort. Il y a là une nouveauté dans la représentation du monde et dans les beautés qu'on peut y voir. Une des qualités de cette poésie, c'est qu'elle nous aide réellement à voir les choses. Je crois que le lecteur de Virgile regarde le monde d'une façon différente de celui qui ne l'a pas lu. On ne peut plus voir un essaim d'abeilles quand on a lu le 4e livre des Géorgiques, comme on le faisait avant ou comme on le ferait si on ne l'avait jamais lu. Et un des mots qui revient souvent dans la poésie de Virgile, c'est le mot « regarde ». Regarde l'antre, regarde l'arbre. Une invitation à la découverte de la richesse et de la beauté du monde, même dans ses
témoignages les plus humbles. Alors, le final de la première bucolique, c'est un final en mineur, totalement réduit, restreint à un espace intime, avec sur cette table des fruits sans prix, mais par la grâce aussi de la pensée qui soutient tout cela, on découvre que ces choses-là nous sont données comme l'essentiel de l'expérience humaine. Il y a beaucoup de tons différents, mais la fiction qui fait l'unité de ces poèmes, c'est que ce sont en gros des bergers qui sont mis en scène, que ces bergers sont censés habiter une patrie idéale à laquelle Virgile a donné le nom d'Arcadie pour des raisons qui sont très très complexes aussi, que les gens qui habitent là et qui passent le meilleur de leur vie à faire de la poésie sont les Arcadiens, et que la morale, entre guillemets, de ce recueil, c'est que à l'époque où Virgile l'a écrit, l'activité la plus noble pour un homme ce soit celle de l'activité du chant, l'activité du poète. Namque canibat, uti magnum perinane coacta semina, terrarum quanimaeque marisque fuissent, et liquidi simulignis, ut his exordia primis, omni et ipse tener mundi concreverit orbis. Car il chantait comment, au sein du vide immense, les éléments mêlés, la terre et l'onde et l'air et le feu se pressaient, ces principes de tout, et comment s'endurcit la matière du monde. Ferme se fit le sol. La mer connut ses bornes et toutes choses, peu à peu, prirent leur forme. L'éclat du soleil neuf émut toute la terre et du plus haut des cieux tomba la nue en pluie. Les premières forêts naissent alors, tandis que de rares vivants explorent les montagnes. Virgile a été très important dans ma vie, parce que, comme beaucoup de garçons, j'imagine, Jean-Louis Schaeffer. Je rêvais plus ou moins d'écrire, et la conscience, en quelque sorte, enfin, de ce qu'est un texte et de la façon dont de la fabrication d'un texte, enfin, de l'invention d'un texte, des phrases, du rythme, enfin, de quelque chose qui est imprenable, enfin, dans l'ordre de l'argumentation ou de la démarche de la pensée. Et je crois avoir saisi ça en traduisant Virgile au collège. Alors, donc, j'ai eu un grand professeur de latin qui était Monsieur Pichon, qui doit être maintenant Monseigneur Pichon, et dont le grand-père avait fait une édition de Virgile. Et c'est celle-là que j'ai eue, que j'ai encore, et ça a été pendant assez longtemps, pas vraiment un livre de chevet, mais un texte fondamental, père, d'une certaine enfin, comme dit Valéry, enfin, c'est une paternité de la langue latine sur la langue française, qui est en quelque sorte l'histoire d'une transformation d'une même langue par approximations successives, mais il y a une empreinte extrêmement forte de l'univers poétique, dont le saut le plus évident est chez Virgile. Donc j'en ai toujours lu des bouts un petit peu, j'en ai appris un peu par cœur, maintenant j'en sais plus beaucoup. C'était pas du tout les bucoliques, que je connais très mal au fond. Bon. Simplement dans les bucoliques il y a la 6e églogue, enfin, qui est cette histoire très étrange, enfin, de l'annonce d'un recommencement de l'âge d'or avec un enfant qui naît, qui est une sorte de lumière dans le ciel et qui ressemble beaucoup à la prédiction que la Sibylle de Tibur fait à Auguste d'ailleurs. Qui sera? Est-ce qu'un jour quelqu'un plus grand que moi viendra? Oui, regarde dans le ciel.
même temps qu'il chante les bucoliques, c'est-à-dire la paix des chants, etc., il va se tourner vers la doctrine du pacifisme intégral qui est l'épicurisme. L'épicurisme, c'est un art de vivre en évitant à la fois l'espérance et la crainte, en vivant dans le moment présent, en étouffant en soi tout ce qui angoisse ou ce qui, est pire encore, éveille un désir qui ne sera jamais assouvi. Alors, vous avez ainsi Tityre et le berger qui représentent les petits propriétaires. Tityre qui, lui, est sous un arbre, qui ramasse chaque instant pour lui-même, ce sera ce que dira Horace plus tard pour le Carpe Diem, et qui est en somme un modèle. Vous voyez, la pensée de Virgile me semble être le contraire d'une pensée politique, et pourtant c'est une pensée qui a des conséquences politiques. Virgile a senti, compris, ou bien peut-être, est-ce que cela s'est fait par la volonté des dieux, nous ne savons pas, il a compris que la vie des cités résidait dans la continuité des jours chez chaque citoyen, non pas en grande pensée, mais en petit bonheur. Alors il a cherché comment ces petits bonheurs étaient possibles. Et il a vu, avec Épicure d'ailleurs, que ces bonheurs étaient possibles dans l'accomplissement serein de chaque journée. Et ça, c'est la vie de la terre. Non seulement les journées, mais les années, les saisons, et le bonheur consiste à vivre selon la nature, formule épicurienne aussi bien d'ailleurs que stoïcienne. Mais quand l'été riant à l'appel des zéphyrs enverra dans les clairières et les paccages l'un et l'autre troupeau, parcourons les fraîches campagnes au premier feu de Lucifer, dans la nouveauté du matin et le givre des prairies, quand la rosée, si agréable au bétail, perle sur l'herbe tendre. Puis, quand la 4e heure du jour réveillera leur soif, et que les plaintifs cigales fatigueront les bosquets de leurs champs, mène tes troupeaux au puits ou aux étangs profonds, boire l'eau qui court dans des canaux d'yeuses. En pleine chaleur, cherche une vallée ombreuse, que le grand chêne de Jupiter au tronc antique y déploie ses rameaux immenses, et qu'une noire forêt d'yeuses touffue y couvre le sol de son ombre sacrée. Puis donne-leur encore de minces filets d'eau et fais-les paître encore au coucher du soleil, quand la fraîcheur du soir tempère l'air, quand la lune verseuse de rosée ranime les clairières, quand le rivage retentit des champs de l'Alcyon et les buissons de ceux du Chardonneret. Virgile, je vous ai dit qu'il était ami de la paix par-dessus tout, il se retire chez un épicurien qui tenait une école, une académie si vous voulez, sur les bords du golfe de Naples, dans un endroit qui s'appelle toujours le Posilip, qui est un cap, et le Posilip en grec, ça veut dire ce qui met fin aux soucis, la fin des soucis, vous voyez, c'est exactement ce que souhaitait Épicure. Là, il est donc l'élève de Ciron, ce qui veut dire qu'il est d'abord dans un milieu d'amis, de camarades,
Il en conservera des amitiés toute sa vie. Et puis, cela veut dire aussi que c'est la fin des ambitions politiques, car le sage épicurien ne fait pas carrière politique. La carrière politique, on nous explique, Épicure explique ça très bien, c'est très dangereux, parce que d'abord, ça éveille des désirs, le désir d'obtenir ceci ou cela. Ça a également comme arrière-fond le désir d'argent. Toute vie politique conduit à manier les fonds publics. Et puis, de plus, il y a aussi autre chose, c'est que si l'on est un homme public, un homme d'État, on se fait des ennemis. Or, l'inimitié, le fait d'avoir des ennemis, est une cause de trouble pour l'âme. Il ne faut avoir que des amis. L'épicurisme est une doctrine de l'amitié. Mais l'épicurisme préconisait aussi l'éloignement des muses. Et alors, Virgile avait déjà composé un certain nombre de poèmes en 49, donc quand il décide de se retirer de l'école de Ciron. Et est-ce qu'il renonce pour autant à la poésie? Non, il semble y avoir renoncé théoriquement pendant quelque temps, et puis c'est plus fort que lui, il faut qu'il compose des vers. Et on a conservé une épigramme dans laquelle il dit « Je renonce à la poésie muse, je ne veux plus mais il ajoute « Je viendrai tout de même vous voir, cette pudenter et raro ». Mais avec honte, en somme, pudenter, et raro et rarement. Et puis, il n'a pas tenu sa promesse. Alors, pourquoi n'a-t-il pas tenu sa promesse? Là, les biographes ne sont pas tous d'accord. Peut-être parce qu'il a été obligé de quitter l'école de Ciron, parce que les événements de Gaule cisalpine chez lui imposaient de revenir. Pour s'occuper de la propriété, de la succession de ses parents. Son père semble être mort vers ce moment-là. Et puis, alors, aussi parce qu'il a peut-être conçu l'espoir que César, qui avait enfin pris le pouvoir à ce moment-là, que César serait l'homme qui ramènerait la paix, la concorde et qui ferait la grandeur de Rome. Lorsqu'on réfléchit sur le génie créateur de cet homme, il faut dire que ces trois œuvres, d'une part, appartiennent à des genres littéraires totalement différents. Et d'autre part, d'emblée, sont des chefs-d'œuvre. Les bucoliques, dans le genre bucolique, n'existaient pas dans la littérature latine. Le deuxième recueil, le deuxième poème, c'est un poème en 4 livres, c'est un poème didactique. Sujet, comment cultiver, comment élever. S'il y a quelque chose qui est à l'opposé du sujet poétique pour un moderne, c'est bien celui-là. Oui, c'est ça. Comment faire d'un sujet à la fois didactique, faire œuvre didactique et poétique à la fois. Il y avait peut-être Lucrèce. Alors, il y avait Lucrèce, bien entendu, c'est une référence qui s'impose. Il y avait aussi toute une tradition littéraire. Un des premiers grands poèmes de notre civilisation, je dirais presque le deuxième ou le troisième en date, c'est le poème d'Hésiode qui s'appelle « Les travaux et les jours » et qui est en réalité le résumé des choses qu'il faut savoir pour bien vivre. C'est un almanach. La poésie dit, mieux que la prose, ce qu'il faut faire. Alors, reprenons le rapport de l'homme et de la terre, de l'homme et du travail. Virgile compose les géorgiques et selon le jugement de Montaigne, ces géorgiques, c'est la crème de toute poésie. Il n'y a pas de plus belle poésie que la poésie des géorgiques. Mais de cette forme de beauté qui demande de la méditation, de l'expérience et de l'âge pour être appréciée, je ne suis pas sûr
que la description du bon cheval, la description en vers du bon attelage, de la bonne charrue, ce soit des textes ou des sujets qui touchent, par exemple, des adolescents. Mais plus on va en âge et en expérience, et en profondeur peut-être, et plus on découvre que cette poésie-là est vraiment, elle a l'ambition de toucher à ses racines essentielles. Non seulement celles qui assurent le rapport de l'homme et de sa subsistance dans l'échange, mais à une méditation sur la place de l'homme dans le monde. La terre est là, l'homme est là, l'homme doit travailler la terre, et la terre le lui rend. Et c'est une expression virgilienne, il dit qu'elle est justissima tellus. La terre est d'une justice absolue. Et alors, ça se termine justement d'une façon admirable. Après avoir médité sur la cité des abeilles, c'est le sujet du 4e livre des Géorgiques, et après avoir réfléchi sur peut-être le meilleur ordre social possible, c'est une idée intéressante. Peut-être que les hommes qui cherchent un ordre social, et Virgile, c'est que cet ordre social, il se fait avec du sang. Eh bien, il voit les abeilles qui ont l'air de s'entendre, et que peut-être la nature a donné aux hommes un modèle possible. Et après avoir donc évoqué cela, Virgile termine son poème d'une façon vraiment sublime. Il raconte l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Orphée était éperdument amoureux de la belle Eurydice qui meurt. Fou de désespoir, Orphée, qui avait la maîtrise de l'art et la maîtrise du chant, entreprend de descendre aux enfers pour récupérer celle qu'il aimait. Il entreprend et il réussit. Le chant est plus fort que la mort. L'art est plus fort que la mort. L'art est de nature à faire, et l'art et l'amour sont nature à faire ressusciter ceux qu'on aime. Orphée obtient de Pluton, le dieu des enfers, de ramener celle qu'il aime à la lumière, avec, vous le savez, chacun s'en souvient, avec une clause particulière. Il fallait qu'il fît confiance au dieu et qu'il ne se retourne pas pour vérifier qu'Eurydice la suivait sur le chemin du retour. Et c'est ici où l'histoire se grève d'un poids tragique. Par passion, Orphée, par impatience du désir, ou peut-être par manque de foi, Orphée s'est retourné, a vu Eurydice, mais l'a perdue. Iamque pedem referens casus ewas erat omnes, redditaque Eurydice superas venie batadauras, pone sequens, namquam dederat poroser pinalegem, cum subit incautum dementiaque pitamantem, ignoscenda quidem, scirens ignoscere manes. Il s'arrêta, et juste au moment où son Eurydice arrivait à la lumière, oubliant tout, hélas, et vaincu dans son âme, il se tourna pour la regarder. Sur le champ, tout son effort s'écroula, et son pacte avec le cruel tyran fut rompu, et 3 fois, un bruit éclatant se fit entendre aux étangs de l'Averne. Elle alors, quel est donc, dit-elle, cet accès de folie qui m'a perdu, malheureuse que je suis, et qui t'a perdu, toi, Orphée? Quel est ce grand accès de folie? Voici que pour la seconde fois, les destins cruels me rappellent en arrière, et que le sommeil ferme mes yeux flottants. Adieu à présent. Je suis emporté dans la nuit immense qui m'entoure, et je te tends des paumes sans force, moi, hélas, qui ne suis plus tienne. Elle dit, et loin de ses yeux tout à coup, comme une fumée mêlée aux brises ténues,
Elle s'enfuit dans la direction opposée. Et il eut beau tenter de saisir les ombres, beau vouloir lui parler encore, il ne la vit plus. Et le nocher de l'Orcus ne le laissa plus franchir le marais qui la séparait d'elle. Que faire? Où porter ses pas, après s'être vu 2 fois ravir son épouse? Par quelles pleurs émouvoir les mânes, par quelles paroles les divinités? Elle, déjà froide, voguait dans la barque stygienne. Parlant de la faute que commet Orphée, celle de se retourner pour voir si celle qu'il aime est bien derrière lui, Virgile dit que cette faute est ignoscenda scirint si ignoscere manes. Elle est bien pardonnable si les mânes savaient pardonner. Et dans cet irréel, il y a le caractère inflexible des forces qui jouent cruellement sur les destinées humaines. Et le dernier vers, in validasque tibi tendens eu non tua palmas. Eurydice parle et elle voit Orphée qui s'éloigne, elle-même s'éloigne parce qu'elle est rappelée vers le bas et l'obscurité, et elle décrit son geste en disant in validas, te tendant vers toi, moi qui, hélas, ne t'appartiens plus, des mains impuissantes. Tout le vers est construit entre l'adjectif qui qualifie l'impuissance des mains et les mains qui arrivent à la fin du vers, proposant une sorte, suggérant le geste même de ces mains qui n'en finissent pas de se tendre vers l'objet qui s'éloigne et qu'il ne peut être retenu. Le poème a été achevé en 29, c'est-à-dire 2 ans après Axiome, et alors que Octave vient de rétablir la paix romaine dans tout l'Orient. Antoine est mort, comme vous savez, etc. Et à ce moment-là, les géorgiques, composés un peu avant, et qui sont une exaltation de l'Italica pubes, de la jeunesse italienne, apparaissent comme le triomphe, le symbole du triomphe de l'Italie romaine, de l'Occident, sur les dieux monstrueux de l'Orient, sur les dieux du Nil, Cléopâtre, etc. L'étrangère, l'égyptienne, la sorcière, enfin toutes ces choses-là. Le régime profite du génie de Virgile pour faire passer des mots d'ordre. Et des mots d'ordre qui sont si persuasifs que tout le monde les accepte, et qui sont d'autant plus persuasifs qu'ils sont utilisés et n'ont pas été dictés à un poète. Par conséquent, il y a une spontanéité dans la pensée et la poésie de Virgile qui leur donne une autorité toute particulière. Sed non ulla magis vires industria firmat, quam veneret caeci stimulos auerter amoris, sive bom, si est cui gratior usus equorum, atquideo tauros procul, atquin sola relegam. Mais le meilleur moyen d'affermir la vigueur, soit des bœufs, soit des chevaux, selon ce qu'on préfère,
est d'écarter Vénus et les aiguillons de l'amour aveugle. Et c'est pourquoi on relègue au loin les taureaux dans des paccages solitaires derrière la barrière d'une montagne, au-delà d'un large fleuve, ou encore on les garde enfermés dans l'étable, près de crèches bien garnies. Car la vue d'une femelle mine peu à peu leur force et les consume, et leur fait oublier les bois et les herbages. C'est elle encore par ses doux attraits qui force souvent deux amants superbes à combattre à coups de corne. Tandis que paît dans la grande Scylla la superbe génisse, eux, s'attaquant tour à tour, engagent une lutte violente et se couvrent de blessures. Un sang noir baigne leur corps. Front contre front, ils entrechoquent leurs cornes avec un vaste mugissement dont retentissent les forêts et le lointain Olympe. Désormais, une même étable ne réunit plus les combattants, mais l'un, le vaincu, s'en va et s'exile au loin sur des bords inconnus, gémissant longuement sur son ignominie et sur les coups de son superbe vainqueur, puis sur ses amours qu'il perdit sans vengeance. Et le regard tourné vers son étable, il s'est éloigné du royaume où régnaient ses aïeux. Alors il n'a d'autre souci que d'exercer ses forces. Il s'étend la nuit parmi de durs rochers sur une couche sans litière. Il se nourrit de frondaisons épineuses et de lèches piquantes. Il s'essaie et s'apprend à concentrer sa colère dans ses cornes en luttant contre un tronc d'arbre. Il harcèle de ses coups les vents et prélude au combat en faisant voler le sable. Puis, quand il a rassemblé sa vigueur et rétabli ses forces, il entre en guerre et fond, tête baissée sur son ennemi qu'il a oublié. Telle la vague commence à blanchir au milieu de la mer haute, puis à mesure qu'elle s'éloigne du large, se creuse de plus en plus, puis roulant vers la terre, se brise contre les rochers avec un bruit affreux et retombe de toute sa hauteur. Cependant, l'onde bouillonne jusqu'au fond du gouffre, et de cette profondeur soulève un sable noir. Oui, toute la race sur terre, et des hommes et des bêtes, ainsi que la race marine, les troupeaux, les oiseaux peints de 1000 couleurs, se ruent à ces furies et à ce feu. L'amour est le même pour tous. Les géorgiques montrent l'homme dans le monde, est solidaire du monde, est solidaire de l'ensemble du monde. Il est solidaire des astres qui peuvent lui indiquer l'avenir de son histoire. Il est solidaire des corbeaux qui lui chantent le temps qu'il fera demain. Vous savez, il y a une grande interrogation. L'idée d'une supériorité humaine n'est pas du tout évidente pour Virgile. Et c'est net, en particulier, c'était très net dans le livre 3 des Géorgiques où il parle des animaux. Et il y a un discours à l'égard des animaux qui est d'une grande beauté. Lorsqu'il parle, par exemple, de l'amour, il a une formule « Amor omnibus idem ». L'amour est le même pour tous. Et il y a une page qui montre la puissance du désir qui s'empare des cavales, qui s'empare de tous les animaux. Et lorsque le laboureur va voir mourir un des bœufs qui traîne sa charrue, eh bien, il partage la tristesse du compagnon de l'autre bœuf qui tirait la charrue, le bœuf qui ramène son ami malade à l'étable et est aussi triste que le laboureur qu'il conduit. Il y a là une méditation qui est superbe et très, très touchante. Et il est raisonnable de penser, j'y crois presque, que Virgile était sensible aux théories végétariennes de son temps, qui étaient renées à la faveur des doctrines néo-pythagoriciennes, et qui disaient clairement que pour vivre, on n'a pas le droit de tuer. Mais voici que fumant sous la dure charrue, le taureau s'affaisse et vomit à plein gosier un sang mêlé d'écume et pousse de suprêmes gémissements.
Le laboureur s'en va, tout triste d'ételer l'autre bœuf affligé de la mort de son frère, et laisse sa charrue enfoncée au milieu du sillon. Ni les ombres des profonds bocages, ni les molles prairies ne peuvent toucher leur cœur, non plus que le cours d'eau, qui, roulant sur les pierres plus pures que l'électron, se dirige vers la plaine. Mais leurs flancs se détendent. Leurs yeux inertes sont frappés de stupeur, et sous le poids qui l'entraîne, leur cou flotte vers la terre. Le loup ne dresse plus d'embuscade autour des bergeries et ne rôde plus la nuit près des troupeaux. Un souci plus cruel le dompte. Les daims timides et les cerfs fuyards errent maintenant confondus avec les chiens autour des habitations. La faune de la mer immense et toute la race des êtres qui nagent sont rejetés par le flot sur les bords des rives comme des corps naufragés. Les phoques fuient dépaysés dans les fleuves. La vipère elle-même périt, mal défendue par ses cachettes tortueuses et les hydres stupéfaites qui dressent leurs écailles. L'air est funeste aux oiseaux eux-mêmes, et ils tombent, laissant la vie au haut des nues. Lorsqu'il réfléchit à l'histoire humaine, Virgile est très frappé de son caractère tragique. Et ça me semble très important de nuancer certaines lectures un peu mièvres de Virgile en disant de toute façon tous ces malheurs-là, ça s'arrangera, vous verrez bien, c'est le prix à payer à l'histoire, mais après Rome pourra s'établir. Je ne crois pas du tout que ce soit vrai, et l'âme sans doute profondément mélancolique de Virgile, au sens ancien du terme. Nous savons depuis Aristote que les grands génies doivent être mélancoliques. L'âme profondément mélancolique était certainement extraordinairement marquée par le prix de la souffrance humaine et surtout son caractère non seulement intense, mais souvent absurde, difficilement récupérable. Troilus, évidemment. Oui. Infelix puer ad quimpar congressus acili. Bon, ça, très beau. Fertur equis, curuque aeret resupinus inani, lora tenens tamen, vic cervixque comaeque trauntur per terram et versa pulvis inscribitur asta. La dernière image de l'enfant traîné par son char avec la tête et les cheveux qui traînent par terre. C'est cette pointe de lance qui écrit au hasard et à l'envers dans la poussière. Les deux choses pour lesquelles j'aime Virgile, enfin c'est un peu absurde de dire ça comme ça, et l'Énéide précisément, ça n'est pas la raison du poème, mais c'est ce qui vit en lui, et ce sont des mouvements, enfin. Ce sont des mouvements et des images. Par exemple, le mouvement de l'eau est une chose très importante dans l'Énéide, et même bon, ailleurs, enfin, on sait que le mouvement de l'eau dans un vase comme ça, le mouvement de l'eau qui contredit le mouvement du porteur, etc. Dans les bucoliques, en fait, une très jolie chose, mais
c'est d'abord la tempête, au fond, livre 1, qui pour moi commence vraiment l'Énéide après le petit prologue, et après, tant était lourde la charge d'installer la gens romana. Et aussitôt, vix et conspectus sicula et teguris in atum, voilà, de bandlightis. Et Junon, gardant en elle cette blessure secrète, va demander la permission de déchaîner une tempête pour écarter des rivages de l'Italie le Teucror, Auertere Regem. Bon. Et donc tous ces mouvements sont beaux, et je me demande si l'épopée n'est pas là, d'une certaine façon. On aurait pu s'attendre, puisque après tout, l'enjeu du poème est proprement romain. Bon. C'est une version, ça n'est pas une continuation de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est un contre-champ. C'est un contre-champ fait du côté priamien. Par conséquent, c'est écrit du côté des anciens ennemis des Grecs. Bon. Des vaincus aussi. Des vaincus. Et il y a un problème proprement romain, c'est-à-dire de philosophie romaine, qui est celui d'une justification de la possession romaine. Alors, ce qui est évidemment extraordinaire et qu'on ne trouve pas ailleurs ni avant, c'est que les Romains sont des juristes du monde antique, et ce sont les généalogistes aussi de l'Antiquité. Et ce qui est très beau, c'est ce mouvement de transport, de conversion des dieux grecs en romains, ce qui a beaucoup d'importance, puisque cet aîné à travers Anchise et Vénus, est un descendant de Jupiter aussi. C'est une réinstallation de l'Antiquité justifiée sur le sol romain. Alors ce qui est magnifique, c'est qu'évidemment le jeu de billard comme ça du navire qui va à Carthage, qui doit repartir puisque Carthage sera l'ennemi de Rome, et qui n'arrive à pénétrer en Italie, tout près du Latium, à vrai dire, que par une espèce d'incision, et qui est à Cume, au flanc de ce rocher, et c'est par là que la pénétration se fait. Et elle se fait par les deux mouvements qui sont la conquête, et puis par cet autre mouvement, Acheronta Movebo, c'est-à-dire, non pas seulement je remuerai les enfers, mais je vais manier les rêves, les images des rêves, c'est-à-dire apparaît de façon très brutale, extraordinaire. C'est le livre 6, cette double lecture du temps, qui est au milieu de l'Énéide, le futur portant prescription sur le passé, etc. Et le présent, c'est le corps d'Énée. Alors, tout ce grand poème est magnifique, plein de mouvements, et très peu particularisé en quelque sorte, sans anecdote, comportant des tableaux, mais pas d'histoire, pas de souvenir. C'est une chose qui ne reviendra plus, qui s'est faite une fois, qui ne reviendra plus, on n'aura que des travestissements, plus ou moins, de l'Énéide, des traductions. Pendant 5 siècles, on a traduit, essayé d'adapter, etc. Mais la chose s'est installée avec ses mouvements, ses ballottements, ces admirables, de temps en temps, remontées de la mémoire homérique, jusque dans le rythme de certains vers, notamment la mort de Troilus, qui est une Félix Puer, in par congressus Achilli, un malheureux enfant, et qui a été opposé dans un combat très inégal à Achille. Là, c'est subitement tout le sol de l'Iliade remonte, et c'est Troie. Et on entend dans le rythme des vers le martèlement des sabots devant Troie.
il y a un caractère absurde de l'histoire. Et cette constatation, il la dépasse, il met tout son art, toute sa pensée, il reprend toute son énergie pour essayer de dépasser, n'est-ce pas, cette impasse de l'absurdité de l'histoire. Et c'est le sens général de la légende troyenne et de l'Énéide. Mais, pour montrer à quel point il est sensible à cela, eh bien, il y a quand même un exemple dont il faut parler, et c'est l'exemple de Didon. Toute la première partie de l'Énéide, le premier tiers de l'Énéide, en réalité se passe en Afrique, à Carthage. Énée, poussé par une tempête, a été, après un naufrage, enfin après différents naufrages, et est arrivé dans cette terre étrangère. Et là, il est reçu par une exilée comme lui, qui vient de l'Orient, comme lui, qui vient de Tyr, une Sidonienne, et qui est en train de faire ce qu'il rêve de faire ailleurs, d'installer une ville dans une terre étrangère. Elle construit sa ville, c'est une ville magnifique, et puis la reine aussi est magnifique. C'est celle que Virgile appelle de deux noms. Il l'appelle Didon, mais il lui donne aussi son nom plus séduisant d'Élissa, Élissa Didon. Et avec un art incomparable, Virgile commence à raconter que Didon s'éprend de son hôte. Et il y avait là la possibilité d'une sortie honorable de l'histoire. Énée devait fonder une ville, Didon lui offre la sienne, et tout était bien. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'est pas ce qui a été prévu par les destins. Énée d'ailleurs le sait, il vit cette histoire d'amour avec beaucoup de mauvaise conscience. On pense que d'après les indications chronologiques discrètes que donne Virgile, le séjour à Carthage est un séjour d'1 an. Mais à un moment donné, Énée, averti par des oracles, par des destins, c'est la forme traditionnelle du langage de l'épopée. Je comprends que il n'est pas sur terre pour vivre un amour heureux avec une ville toute prête et toute conquise, et qu'on l'attend pour autre chose. De grandes choses, de grands espoirs sont fondés dans son héroïsme. Et Énée va être obligé de partir, de quitter et d'abandonner Didon. Il le fait dans des conditions qui sont très peu glorieuses. En cachette, on a presque pitié de lui. Il part un matin, la nuit, et Didon qu'il aperçoit partir, à ce moment-là, poussé par une folie de passion irrépressible, lance contre lui des imprécations terribles en disant que entre nos deux peuples ce soit la guerre à mort, que naisse de mes os un homme qui te vengera, qui ira porter le fer et le sang sur ton peuple. Et nous savons que ce seront les guerres puniques, que ce vengeur ce sera Hannibal, que l'histoire est là. Et alors le personnage de la reine Didon, c'est vraiment l'image absolue des laissés pour compte de l'histoire. Didon, de passion, se suicide. Elle meurt. C'est la fin du 4e livre de l'Énéide. C'est un des passages les plus célèbres de la littérature latine. On a dit de ce livre 4 que c'était la plus belle tragédie de la littérature latine. Didon meurt, et elle s'immole sur un bûcher où elle a fait porter les armes d'Énée qui étaient restées. Elle se tue avec son épée dans un passage extraordinairement pathétique qui n'a cessé d'inspirer les peintres et les musiciens et les poètes à venir. La mort de Didon, c'est dans l'histoire de notre civilisation un des sommets du pathétique. Incubuitque toro dixitque novissima verba. Dulce sexuiae
dum fata deusque sinebat, accipitam canimam, me quis exolvit curis, vixi et quem dederat cursum fortuna peregi, et non magna mei sub terra sibit imago. Douce dépouille, tant que les destins, tant que le Dieu le souffrait, accepter cette âme et m'absolver de ses chagrins. J'ai vécu, et la course que mesura la fortune, je l'ai accomplie. Et pour l'or, grande de moi-même sous la terre, s'en ira l'image. L'illustre cité, je l'ai construite. Mes murs, je les ai vus, vengeresse d'un époux. J'ai obtenu le châtiment d'un frère criminel, heureuse, hélas, 1000 fois plus heureuse, si seulement nos rivages jamais ne les eussent touchés, les Dardaniennes Carènes. Elle dit, et ses lèvres imprimant sur le lit, nous mourrons avengés. Mais mourrons, dit-elle. Ainsi, il nous plaît d'aller parmi les ombres. Que de ses yeux cruels il s'abreuve de ce feu depuis le haut large, le Dardanien. Et que de notre mort, le sinistre présage l'accable. Il dresse une immense fresque qui est comme le miroir dans lequel Rome lit son destin. De grands épisodes comme les guerres puniques, mais aussi l'unification de l'Italie avec l'histoire d'Albe et toutes ces choses-là. Et puis alors Énée, à l'origine, Énée qui apporte l'étincelle vivifiante. Et il y avait non seulement les éléments orientaux qui apportent des éléments de civilisation, etc., avec Énée, les Troyens, une civilisation matérielle très avancée, celle de l'Iliade. Et puis, alors, il y a aussi Évandre, l'Arcadien, qui représente une autre forme, un autre plan de la sagesse romaine. Il est aussi épicurien, Évandre. C'est un roi épicurien. C'est un bon père de famille, c'est un homme qui est pauvre, mais qui honore les dieux, car les épicuriens aussi honoraient les dieux, quoi qu'on en dise. Et il y a alors les Latins que nous apercevons, il y a aussi les Étrusques qui ont été dans le passé les ennemis de Rome, mais ce n'était que Mézan, ce n'était qu'un roi, les Étrusques qui apportent aussi leurs composantes dans cette espèce de grande construction spirituelle qu'est l'Empire romain. Et c'est ça, la grande épopée. Il y a ce côté mosaïque, enfin, si je puis dire, c'est-à-dire fondation et installation d'un peuple de la part d'Énée, qui est très beau parce que c'est le héros dévoilé, Énée, c'est ça. Dans le monde grec, Énée est toujours caché par un nuage dès qu'il y a un problème. 3-4 fois, il est caché par des nuages dans les versions grecques. Et là, c'est un navigateur, enfin, c'est l'inventeur du labyrinthe romain. Il tourne comme ça, il décrit ces cercles, enfin, qui est un problème constant. Après lui, on fera l'ours, enfin, qui est le dernier cercle central. C'est un héros dévoilé et qui disparaît dans une tempête, d'ailleurs, enfin, qui disparaît dans un orage aussi, enfin, dans une dernière version de sa vie.
ibant obscuri, sola sub nocte per umbram, perque domos diti su aqua setinania regna, quale per incertam lunam sub luce maligna est iterin siluis, ubi caelum condidit umbra Jupiter, et rebus nox abstulitatra colorem. Énée commence le même voyage qu'Orphée, lui aussi, parmi le petit nombre des mortels à qui cette épreuve est réservée, lui aussi pénètre dans le monde terrifiant des enfers. Il est précédé de la Sibylle de Cumes qui tient le rameau d'or, et le poète, au moment où ce voyage va commencer, le poète s'interrompt. Il adresse une prière aux dieux infernaux, car il va révéler les choses qui doivent être tues. Et ensuite, nous allons voir, dans la pénombre infernale, nous allons voir la silhouette des deux personnages qui s'avancent. Ils allaient obscurs sous la désolée nuit à travers l'ombre, à travers les demeures de 10 vaines et les royaumes d'inanité. Tel par une incertaine lune sous la lumière maligne est le chemin dans les forêts, où le ciel il a caché dans l'ombre, Jupiter et aux figures la nuit a ôté impénétrable la couleur. Devant le vestibule même et dans les premières gorges de l'Orcus, le deuil. Et vengeurs ont établi leur couche, les soucis. Pâles y habitent les maladies et la triste vieillesse, et la crainte. Et du mal persuasive, la faim et la honteuse misère. Horrifiante à voir leur forme, et la destruction et la peine, et aussi apparentée à la destruction, le sommeil. Et perverse de l'esprit, les jouissances, et porteuse de mort, en face sur le seuil, la guerre. Et toutes de faire des Euménides les chambres intimes, la discorde démente, vipérine sa chevelure, de bandelettes nouées sanglantes. Borges disait « Pour avoir écrit le vers ibant obscuri sola sub nocte per umbram, j'aurais donné toute mon œuvre. » Ce vers signifie, je traduis mot à mot, « Ils allaient obscurs par la nuit solitaire sous les ombres. » Et ce vers est remarquable pour deux choses qui sont d'ailleurs classiques, si vous voulez, dans les commentaires des figures de style. Là où un autre aurait dit « Ils allaient seuls dans la nuit obscure », Virgile a imaginé cette figure. Ils allaient obscurs dans la nuit solitaire. C'est ce jeu qui consiste à déplacer les adjectifs. Et évidemment, la fonction de cette figure, c'est de brouiller l'image. Parce que nous sommes, à ce moment-là, dans une lumière et dans une pénombre qui fait que les choses sont incertaines. Et Virgile précise ce qu'il faut entendre par cet éclairage en utilisant l'image d'un voyage nocturne, tandis que sous les nuages, on voit la lune, ou on croit la voir, mais elle n'est pas encore très nette. Les couleurs disparaissent, et nous sommes dans un monde en noir et blanc, et nous ne voyons plus bien les choses. Et il faut ajouter
parce que finalement, la poésie des anciens est une poésie que nous ne percevons que d'une façon très intellectuelle, mais c'était une poésie qui mettait en jeu les rythmes et les sonorités d'une façon constante, ces rythmes dactyliques, spondaïques, et qui étaient très forts, évidemment, et qui soutenaient considérablement l'énoncé. Et il faut ajouter que ce vers est entièrement en syllabes longues. Ibant obscuri sola sub Ibant obscuri sola sub nocte per umbram, perque domos ditis aqua setinania regna, quale per incertam lunam sub luce maligna est iter in siluis, ubi caelum condidit umbra Jupiter, et rebus nox abstulitatra colorem. Virgile meurt avant d'avoir achevé l'Énéide et sur son lit de mort, je crois, il interdit la publication de ce livre. Il avait un grand souci formel, et cela peut-être était un point commun avec les poètes nouveaux, mais Octave décide de faire éditer, je ne sais pas comment vous pouvez dire. Exactement, aussi, de faire copier, de faire éditer, faire répandre, de la terminer les petits bouts de brouillon qui n'étaient pas achevés, etc. Oui, parce que Auguste a compris le message. C'est pas lui qui l'a fait, le message, mais il en a été le résonateur. Et il était absolument indispensable pour que son œuvre soit complète, il y ait cette épopée à la base. Non pas pour sa gloire à lui, mais pour éveiller les puissances qui dormaient dans le subconscient romain. Et c'est une épopée qui a tout de suite une très grande diffusion, puisque sur les murs de Pompéi, on retrouve des graffitis, des écoliers qui écrivaient. On apprenait l'Énéide par cœur, comme ça se faisait en France il y a des années maintenant. Pourquoi? Eh bien, précisément parce que c'était une nourriture spirituelle pour le Romain d'aujourd'hui et de demain. Et il est tout à fait significatif que Dante, qui est un poète chrétien, ait fondé sa divine comédie sur la tradition virgilienne. Cette tradition n'est jamais vraiment morte parce qu'elle est à l'origine, c'est l'âme même de ce qui fait la romanité à ce moment-là, la papauté, le catholicisme, puisque dans le mot catholique, il y a la même ambition que dans l'Empire romain, n'est-ce pas? Alors, ensuite, Virgile, à partir de la Renaissance, a été repris comme symbole le plus parfait de l'art, de la poésie romaine, etc. Et il a repris vie indépendamment de la tradition mystique de Virgile. Nous avions au Moyen-Âge le poète nécroman, n'est-ce pas, qui apportait une révélation, le mage, oui, précisément. Il était un mage païen. Mais la Rome païenne était la préfiguration de la Rome catholique. Bon, et puis alors après, bon, les choses ont marché très bien, et jusque de nos jours, où, pour l'instant tout au moins, on hésite à considérer que Virgile mérite la peine d'être enseigné aux enfants. Au milieu, ses rameaux et ses antiques bras déployaient un orme opaque, immense, que pour siège, les songes vains occupent, dit-on, et sous toutes ses feuilles s'abritent.
et en grand nombre ensuite de diverses créatures les monstrueuses figures, les centaures qui aux portes ont leur étable, et les cils à double forme. Et agitant 100 bras, Briarée, et la bête féroce de Lerne, horriblement stridente, et de flammes armées, la chimère, les gorgones et les harpies, et la forme de l'ombre au triple corps. Il saisit ici d'une subite frissonnant, d'une frayeur, le fer est né, et stricte la pointe aux assaillantes figures oppose, et ne l'eût-elle sa docte compagne, de l'incorporelle ténuité de ces vies prévenues, qui volettent sous la creuse image de leur forme, il se ruait sur elle, frustrant le fer à fendre des ombres. C'est un chemin initiatique, c'est un chemin amoureux. Enfin, je crois que c'est très important. C'est pour ça que tous ces mouvements liquides sont, me semblent, admirablement joués et envoyer des lumières et scintiller enfin, le long du poème. C'est ça qui me plaît beaucoup. Le poème est un parcours, enfin, c'est fait par quelqu'un qui voyage, quoi. C'est ça qui est magnifique. Les images ne restent pas en place, au fond. Les images ne sont pas des tableaux, des descriptions, ce sont des choses faites du point de vue d'un corps mobile. Enfin, on marche toujours, on marche, on navigue, on descend, on fait tout ça. Et le monde est un paysage en mouvement. Et c'est la démarche qui révèle tout. Vera ingesu patuit dea. Enfin, c'est à sa démarche qu'on reconnaît la déesse. C'est-à-dire, au fond, la beauté, la vérité. Voilà. C'est la première conscience, au fond, que quelque chose est vrai parce qu'il est beau. Enfin, Virgile, dans le souvenir d'écolier. Immedio ramos annusaque brachia pandit, ulmus opaca ingens, quam sedem somnia vulgo, vana tenere ferunt, folisque sub omnibus aerent. L'orme sous les branches duquel les rêves sont pendus comme des fruits, à 3 vers là, qui sont la raison pour laquelle, à la campagne, j'ai pris soin d'un orme qui allait mourir et je l'arrosais avec une certaine piété parce que... voilà. Piété, voilà. C'est un mot très virgilien. Voilà, parce que c'était le conservateur des rêves, en quelque sorte. Et le passage... la métaphore au milieu du livre 7, dans les vers 377, de la toupie qui tourne sous le fouet des enfants. Sequandam tortovitant sub verbere turbo, quem pueri magno ingiro vacua atria circum intenti ludo exercent, illactus abena corvatis fertur spati. Stupetinscia supra impubesque manus mirata volubile buxum dant animus plagae. Non cursus senior illo per media urbes agitur populosque feroces. Voilà, ça, et qui est une parenthèse chez Virgile. La toupie qui tourne, qui décrit des cercles, et cette espèce de petite troupe d'enfants qui est penchée sur la toupie. Mirata volubile buxum. C'est étonnant que le bois ne cesse de parler, enfin se mette à parler. Dant animos plagae. Et les plaies du coup de fouet redonnent des mouvements. Bon, ça c'est une chose que j'aime beaucoup, qui est très mystérieuse, très claire, très entièrement en surface, c'est-à-dire une énigme complète. Enfin, ce rat à rat, si je puis dire, de l'Érinie déchaînée, enfin, Alecto, et de la toupie, qui arrive au même niveau de la table, qui se met à tourner sous les coups des enfants. On entend le buis qui ne cesse de chanter à ce moment-là. Ça, j'aime beaucoup. Virgile par Francesca Isidori, avec Pierre Grimal, Philippe Euzet, Jean-Louis Scheffer. Texte lu par Gianfranco Stroppini,
et Christophe Lemay. Mixage, Arlette Adrian, Jean-Philippe Laugue, Christine Berlamont.